La carte que vous voyez là, c'est celle des 17 derniers territoires non autonomes au monde. Non autonomes, ça veut dire des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes. En gros, qui sont sous l'autorité d'un État. Dans cette liste, tenue par l'ONU, on trouve par exemple les Bermudes, les îles Caïmans ou encore le Sahara occidental. Mais quand on regarde d'un peu plus près, on trouve aussi 2 territoires français, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Si vous ne connaissez pas encore la Nouvelle-Calédonie et que vous faites une simple recherche sur Google Images, en temps normal, vous tomberez sur ça ou ça. Des paysages paradisiaques, une eau bleu turquoise, des montagnes et des forêts tropicales. Mais depuis quelques jours, les images qui nous parviennent ont un peu changé. Des véhicules incendiés, des magasins pillés et des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Vive scène de tension depuis 48 heures dans les rues de Nouméa. Les autorités ont décrété cette nuit un couvre-feu et appel au calme. Le sujet est hyper important, la situation sur place complexe et les enjeux trop souvent incompris. Alors, j'ai décidé de me rendre exceptionnellement sur le terrain, à Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, pour tenter de comprendre la situation, rencontrer des Néo-Calédoniens et interviewer le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est rendu sur place pour tenter d'apaiser la situation. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Ma première question est simple. La Nouvelle-Calédonie est-elle au bord de la guerre civile ? Pour être 100% transparent avec vous, avant de me rendre sur place, j'avais un intérêt mesuré pour le sujet. Comme pas mal de gens, j'y connaissais pas grand-chose. Je savais que la Nouvelle-Calédonie, c'était un territoire français dans le Pacifique, héritage de notre histoire coloniale, et que c'était globalement le bordel depuis quelques jours. Voilà, ça s'arrête là au niveau de ce que je savais, mais j'ai été complètement happé par ce sujet, et vous allez voir, l'histoire de ce territoire est passionnante. La Nouvelle-Calédonie, c'est donc un territoire français d'outre-mer, situé dans le Pacifique Sud, pas très loin de l'Australie, à presque 20 000 km de Paris. C'est l'un des endroits sur la planète les plus éloignés de l'Hexagone, et il faut compter 24 heures d'avion pour s'y rendre. Contrairement à ce qu'on entend parfois, ce n'est pas un département français, comme peuvent l'être la Réunion ou la Martinique. L'archipel a plus d'autonomie administrative, il y a des accords et des règles spécifiques concernant l'éducation et l'économie par exemple. En fait, la situation de la Nouvelle-Calédonie est assez unique. Pour la comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Les premiers à habiter l'archipel, c'est un peuple qu'on appelle les Kanaks, et qui sont installés là depuis plus de 3000 ans. La société kanak, c'est une société traditionnelle et tribale, c'est-à-dire qu'elle est composée de différentes tribus autochtones. Et en vrai, tout se passe plutôt bien pour les Kanaks, jusqu'à ce que les Occidentaux débarquent. En 1774, le navigateur anglais James Cook est le premier occidental à poser le pied sur le sol calédonien. Les Anglais occupent l'île pendant 80 ans, jusqu'à ce que Napoléon III commence à s'y intéresser. Il va finalement décider de s'en emparer par la force, et en 1853, le drapeau français flotte au-dessus des montagnes calédoniennes. Bon, et là vous allez me dire, qu'est-ce que Napoléon III allait bien foutre en Nouvelle-Calédonie? En fait, son idée est simple. Installer une colonie pénitentiaire sur l'île et y envoyer tous les prisonniers politiques, les délinquants et les parias de la métropole. Je suis d'ailleurs tombé sur cet article du journal Le 19e siècle qui date de 1895 et qui le dit clairement. Les condamnés primaires dont on peut encore espérer le relèvement sont envoyés à la Nouvelle-Calédonie. Un peu comme une sorte d'exil forcé. Les premiers colons sont donc des bagnards qu'on va très vite appeler les Caldoches. Ainsi, aujourd'hui, sur les 271 000 néo-calédoniens, 41% sont des Kanaks, 24% sont des Européens, dont les descendants des Caldoches, et 35% sont d'autres communautés, notamment asiatiques et océaniennes. Mais malheureusement, comme dans tous les épisodes de colonisation de l'histoire, entre Kanaks et Caldoches, la rencontre se fait dans le sang. Les Kanaks sont décimés par des maladies apportées par les Français et leurs révoltes sont violemment réprimées. Les chiffres sont absolument sidérants. Entre 1860 et 1921, leur nombre est quasiment divisé par 2. À l'inverse, les Caldoches, eux, arrivent en masse et prennent complètement possession des terres des Kanaks, qui se retrouvent très vite cantonnés au nord et à l'est de l'île. On impose aux Kanaks ce qu'on appelle le code de l'indigénat, une sorte de pseudo-loi destinée à réprimer tous les actes de nature à porter atteinte à la domination française ou à compromettre la sûreté publique et la rentrée des impôts. Les premiers habitants de l'île sont alors parqués dans des réserves tribales, une première dans l'Empire français. Bien sûr, cette période de colonisation va laisser une marque profonde dans l'histoire des Néo-Calédoniens, notamment des Kanaks qui vont de plus en plus revendiquer leur identité jusqu'à exiger l'indépendance. Bon, j'avance un peu dans le temps. On est en 1946. La Seconde Guerre mondiale vient de se terminer et les anciennes colonies demandent à devenir pleinement françaises. Ainsi, la Nouvelle-Calédonie devient un territoire d'outre-mer
Le régime de l'indigénat est enfin aboli et les Kanaks, comme les Caldoches, deviennent des citoyens français à part entière. Mais la cohabitation est difficile. Dans les années 60, le nickel, un minerai qu'on utilise notamment pour faire de l'acier inoxydable, connaît un véritable boom économique. Alors, coup de bol, la Nouvelle-Calédonie possède un quart des réserves mondiales de nickel et l'île devient l'objet de toutes les convoitises. Ce nouveau filon attire environ 35 000 personnes venant de métropole ou du Pacifique, 35 000 personnes qui débarquent sur l'île pour travailler dans le secteur minier. Les fortunes sont rapidement bâties, mais les Kanaks, eux, moins éduqués et moins qualifiés, restent à l'écart de ce nouvel Eldorado. Pour eux, en fait, ce coup de chance sonne plutôt comme une malédiction. En 1963, avec l'arrivée en masse de nouveaux habitants, ils deviennent pour la première fois minoritaires. Minoritaires sur leur propre terre. Et ça, le fait que les Kanaks deviennent minoritaires sur un territoire qui, quand même, je le rappelle, de base leur appartient, évidemment, ça ne passe pas. C'est donc comme ça qu'à la fin des années 60, des mouvements indépendantistes voient le jour et commencent peu à peu à se structurer. En 1984, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, abrégé en FLNKS, et emmené par Jean-Marie Djibaou, est créé. Leur but est simple, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, que eux appellent d'ailleurs la Kanakie. De l'autre bord, les Caldoches, descendants des colons, créent le RPCR, le Rassemblement pour la Calédonie dans la République, présidé par un certain Jacques Lafleur. Ces membres du RPCR, on les appelle aussi les loyalistes, dans le sens où ils sont loyaux à la République, et leur but à eux, c'est que la Nouvelle-Calédonie reste française. Au même moment, d'autres territoires du Pacifique, comme les îles Fidji ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sont décolonisés. Très vite, entre les deux camps, le dialogue se crispe, les tensions vont finir par éclater, jusqu'au jour où... Mesdames, Messieurs, bonsoir. 3 gendarmes ont été abattus ce matin à Ouvéa et 27 autres sont à l'heure actuelle détenus en otage par des indépendantistes dans le nord de l'île à proximité de la tribu de Gossana. Des renforts ont immédiatement été dépêchés sur place et une opération est actuellement en cours pour récupérer les otages et pour arrêter les auteurs de cette agression. 22 avril 1988, île d'Ouvéa, à l'est de l'archipel. Des militants indépendantistes Kanak du FLNKS attaquent la gendarmerie de Fayaoué au sud de l'île. 4 gendarmes sont tués, 27 autres sont pris en otage et emmenés dans une grotte au nord de l'île. Pour la première fois depuis la guerre d'Algérie, l'armée française est déployée sur le territoire national. Les négociations ne mènent à rien, si bien que le 5 mai 1988, à 3 jours du second tour de l'élection présidentielle qui oppose François Mitterrand à Jacques Chirac, le GIGN donne l'assaut. Le bilan est sanglant, 19 indépendantistes Kanak et 2 militaires sont tués. Alors, après ce drame, des négociations s'imposent. C'est comme ça que Jean-Marie Djibaou, le leader indépendantiste, et Jacques Lafleur, le leader loyaliste, donc contre l'indépendance, entament des discussions. Des discussions qui vont durer jusqu'au 26 juin 1988. Poignée de main historique entre Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur. Nous sommes le 26 juin 1988. Le FLNKS et le RPCR viennent de signer sous l'égide de Michel Rocard, alors Premier ministre, les accords de Matignon. Ces accords prévoient une période de transition de 10 ans qui doit déboucher sur l'organisation d'un référendum d'autodétermination, en gros pour que les Néo-Calédoniens puissent se prononcer pour ou contre l'indépendance. Bon, voilà. Mais pendant ce temps, il y a quand même des efforts qui sont faits. Les institutions calédoniennes sont renforcée, on inaugure le centre culturel Djibaou pour promouvoir la culture kanak et 3 provinces sont créées. Le Nord, le Sud et les îles Loyauté. Chaque province s'administre alors librement. Chacun se gère, quoi. Et donc, comme promis, 10 ans plus tard, on remet le couvert. En mai 1998, l'accord de Nouméa est signé. Madame, Monsieur, bonjour. L'image de la semaine, c'est la poignée de main de 3 hommes, Lionel Jospin, Jacques Lafleur et Roch Wamitan, 3 mains croisées qui scellent l'avenir de la Nouvelle-Calédonie vers une plus large autonomie. Il faut bien comprendre que l'accord de Nouméa va beaucoup plus loin que ceux de Matignon. Il reconnaît complètement l'identité kanak. Il pose aussi les fondements d'une politique de rééquilibrage économique entre les Kanaks et les Européens. Et ça, c'est très important parce que les inégalités sont flagrantes entre les deux peuples. Pour vous donner des chiffres là-dessus, en 2016, seuls 6% des Kanaks avaient reçu un diplôme de l'enseignement supérieur, contre 22% pour les non-Kanaks. D'après l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie, 15% des Kanaks sont au chômage, contre 8% pour les non-Kanaks. Et le ministère de la Justice met en avant que les Kanaks totalisent entre 90 et 95% des détenus de la prison de Nouméa. Ces chiffres, ils posent évidemment question sur l'égalité des chances. Bon, mais surtout, cet accord de Nouméa, il a pour objectif d'aboutir à une souveraineté fondée sur un projet de destin commun de tous les peuples de Nouvelle-Calédonie. Mais bon, cette définition, elle veut pas dire la même chose pour tout le monde. À votre avis, en l'an 2000, la Nouvelle-Calédonie est indépendante ? Pour moi, oui, mais avec tout le monde. Et vous, Jacques Lafleur ?
Pour moi, non, mais avec tout le monde. Faut dire que l'indépendance, c'est le gros sujet de cet accord de Nouméa. Il va prévoir 3 référendums pour que les citoyens puissent se prononcer pour ou contre l'indépendance. Et ces référendums, on va les appeler les référendums d'autodétermination. Ils sont organisés en 2018, en 2020 et en 2021 et ont tous donné le non vainqueur. En gros, on reste français. À 56% en 2018, 53% en 2020 et 96% en 2021. 56% en 2018, ok, 53% en 2020, ça pourrait basculer. Et donc, tout le monde attend le prochain. Sauf que le prochain, il se déroule en 2021. Et en 2021, il se passe un truc, le Covid-19. Mais ce 3e référendum sera massivement boycotté par les Kanaks. À peine sortis du Covid-19, beaucoup considéraient que c'était trop tôt. Dans la culture kanak, les rites funéraires sont hyper importants. Et donc, ils considéraient qu'ils pouvaient pas se prononcer sereinement sur le sujet et qu'il fallait reporter le vote. Ça n'a pas marché, donc les Kanaks ont massivement boycotté le 3e référendum. Résultat, le taux d'abstention atteint 56% et les Kanaks le qualifient de référendum de l'État français. Bon, niveau dialogue, on a connu mieux. Et cette dégradation des relations va continuer. Il y a un dernier point, central, dont j'ai pas encore parlé dans cet accord de Nouméa, c'est la création de collèges électoraux en fonction de l'élection à laquelle on vote. Bon, on va commencer par le plus simple. Pour les élections législatives et les élections présidentielles, tous les citoyens de Nouvelle-Calédonie ont le droit de voter. C'est exactement pareil que dans l'Hexagone. Mais là où ça se complique un peu, c'est quand on parle des élections provinciales. Cet accord de Nouméa, il prévoit un gel du corps électoral, autrement dit, toutes celles et ceux qui peuvent voter pour les habitants de l'archipel installés avant 1998. En gros, si vous êtes installé en Nouvelle-Calédonie avant 1998, vous et vos enfants, vous avez le droit de voter aux élections provinciales. Vous êtes des anciens, c'est bon, vous pouvez voter. Mais si vous êtes arrivé après 1998, ce gel électoral prévoit que vous ne pouvez pas voter aux élections provinciales. Et cette question du gel électoral, elle est hyper importante pour les Kanaks. Je vous le disais en début de vidéo, ils sont moins nombreux que les autres, alors que c'est quand même leur terre à la base. Donc, sans ce gel électoral, beaucoup ont peur que leur vote se retrouve noyé dans la masse des nouveaux arrivants et que l'indépendance ne soit plus jamais possible. Et le 15 mai dernier, 15 mai 2024, le gouvernement français annonce le dégel du corps électoral, où tous ceux qui sont arrivés après 1998, ils pourraient voter aux élections provinciales. Et ça fout évidemment un giga bordel. Depuis plusieurs jours, l'archipel s'embrase et menace progressivement de sombrer dans la guerre civile. Depuis le 13 mai dernier, le 13 mai 2024, des émeutes ont éclaté en Nouvelle-Calédonie. Affrontements entre habitants et policiers, violences, voitures brûlées, commerces pillés. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on compte 7 morts, 5 habitants et 2 gendarmes, et environ une centaine de policiers et de gendarmes blessés. L'état d'urgence, qui permet d'étendre temporairement le pouvoir des autorités pour essayer de restaurer l'ordre, a été décrété et un couvre-feu de 18h à 6h a été mis en place. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Ma première question est simple. La Nouvelle-Calédonie est-elle au bord de la guerre civile ? J'emploierais pas le terme de guerre civile. Je pense que la Nouvelle-Calédonie, elle est à un moment de montée des violences extrêmement fortes. Malheureusement, c'est le retour de la violence dans la rue, alors que c'était jusqu'à présent un processus qu'on avait géré politiquement. Et donc elle est dans une situation qui est très sérieuse, où il y a eu une forme d'épidémie de violence, avec des raisons politiques, mais aussi beaucoup d'autres phénomènes sociaux, avec aussi de la délinquance, du pillage, des exactions et malheureusement des crimes. Mais je ne pense pas qu'on puisse encore utiliser ce terme, parce que je pense qu'il y a aussi la majorité des gens qui sont dans une situation où ils veulent vivre ensemble et trouver le bon cadre. 7 personnes quand même ont été tuées, l'état d'urgence est toujours en vigueur, plus de 400 bâtiments, commerces, entreprises ont été détruites, les aéroports et certaines routes sont fermés, il y a des barrages, des échanges de tirs, des no-go zones. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'État a failli quelque part à sa première mission, celle de protéger ses concitoyens ? Tout ce que vous avez dit est juste, j'ajouterai en plus beaucoup de nos compatriotes qui n'ont pas eu accès à l'alimentation ou la santé à cause des barrages. L'État a réagi immédiatement, il a tenu les points les plus importants. Nous avons envoyé des moyens considérables. C'est-à-dire on avait à peu près autant de forces de police et de gendarmerie qu'on en avait à la fin, au moment du 3e référendum. Ce qui a surpris tout le monde, c'est la violence, la vitesse de réaction et son caractère disséminé dans tout ce qu'on appelle le Grand Nouméa. Et ce qui fait que pendant quelques jours, il n'y avait pas assez de forces de sécurité, donc il y a eu des zones où c'était très difficile. Là, méthodiquement, l'État a envoyé plus de 3000 forces de sécurité intérieure et on continue. On va les maintenir aussi longtemps que nécessaire et point à point, on reconquiert ces zones. Mais c'est aussi pour ça qu'en parallèle, j'ai voulu lancer l'apaisement pour qu'il y ait des messages politiques qui soient envoyés à ceux qui tiennent les barrages, à ceux qui pillent, à ceux qui brûlent. Là, Emmanuel Macron parle des violences physiques sur l'archipel. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, avant d'arriver sur place, le gouvernement avait déjà pris une mesure choc pour, je cite, calmer les violences, suspendre l'application TikTok. Le but, c'était d'empêcher que TikTok soit utilisé par les émeutiers pour communiquer. Et cette interdiction, on en parle pas mal dans la presse, parce que c'est une première pour une démocratie occidentale. Évidemment, ça a choqué, mais ce qu'on peut voir aussi entre les lignes, c'est que la Chine a des intérêts très importants dans le Pacifique. Aussi, le risque, ce serait que, tout simplement, TikTok, qui est un réseau social chinois, devienne un outil d'ingérence sur ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Sur place, à Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, j'ai vu la même phrase revenir en boucle. Non au dégel du corps électoral. Et je vous le disais, tout ça part d'un texte adopté par l'Assemblée nationale le 15 mai dernier, un projet de réforme constitutionnelle qui vise à dégeler le corps électoral, c'est-à-dire donc élargir ce corps électoral pour permettre à tous les Néo-Calédoniens qui sont nés sur l'île ou qui habitent depuis au moins 10 ans de voter aux élections provinciales. Ça représente environ 25 000 nouveaux votants. Donc en ce moment, il y a deux visions, deux camps qui semblent irréconciliables qui s'affrontent. D'un côté, les loyalistes, ceux qui sont contre l'indépendance, qui affirment que ce gel est antidémocratique parce qu'il exclut une partie de la population calédonienne, et de l'autre, les Kanaks, qui considèrent que le gel est essentiel s'ils veulent préserver leur identité, leur culture, et s'ils veulent que leur voix pèse un minimum dans les décisions locales. Pour les Kanaks, si cette réforme électorale passe, c'est l'espoir de la décolonisation qui s'envole avec. Et le gouvernement dans tout ça, certains lui reprochent d'avoir déjà choisi un camp. Sur le dossier de la Nouvelle-Calédonie, on vous reproche d'avoir pris trop parti, d'avoir fait rentrer notamment Sonia Backès au gouvernement, qui est l'une des chefs de file loyalistes, d'avoir fait passer le dossier de la Nouvelle-Calédonie de Matignon à l'intérieur en passant par les Outre-mer, d'avoir nommé un député loyaliste rapporteur chargé de la modification du corps électoral. Même Édouard Philippe, votre ancien Premier ministre, dit ici que l'État n'a pas joué son rôle d'impartialité. Avez-vous le sentiment d'avoir choisi un camp ? Non, pas du tout, et je défends le fait que l'État était impartial. On a strictement appliqué les accords de Nouméa et de Matignon, en organisant sous mon premier mandat les 3 référendums. Et au fond, on ne s'est pas défilé, on les a organisés. À l'issue de ce processus, comme c'était prévu, à 3 reprises, population de Nouvelle-Calédonie ayant décidé de rester française, il fallait avancer vers un nouveau projet comme nous l'avions accepté. Bon, j'avais que très peu de temps avec Emmanuel Macron, donc je me suis pas arrêté là-dessus. Mais ce qu'il faut repréciser, c'est que ce 3e référendum a été massivement boycotté, avec 56% d'abstention pour les raisons dont je vous parlais plus tôt. Donc, en réalité, on peut pas dire que toute la population de Nouvelle-Calédonie ait décidé de rester française. Le fait de nommer une ministre venant de la Nouvelle-Calédonie est-elle un manque d'impartialité ? Je défends que non. Si j'avais nommé cette ministre en charge du dossier néo-calédonien, oui, ça n'était pas le cas. Parce que sinon, ce serait dire, il est impossible quand on est néo-calédonien, au fond, d'être ministre. On est forcément d'un des deux côtés. Elle a traité d'autres dossiers, et c'est une tradition d'avoir un ministre qui vient des Outre-mer. Et donc c'est normal de le faire aussi pour la Nouvelle-Calédonie. C'était même acté, ce choix 3 fois réitéré du peuple, de rester. La deuxième chose, c'est pas le président de la République ou le gouvernement qui choisit les rapporteurs à l'Assemblée. Ce sont les parlementaires. Alors on peut me reprocher tout ce qu'on veut, on peut reprocher au gouvernement tout ce qu'on veut, mais non. Troisième élément, l'histoire politique vous enseignerait que quand le dossier est confié au Premier ministre par le président François Mitterrand, c'est pas pour faire un cadeau au Premier ministre de l'époque. On connaissait la tension de leur relation. Mais alors que nous parlons d'un territoire de la République où il y a un niveau de telle violence, il est normal que le président s'implique. Et donc il était normal que j'aille en juillet dernier ouvrir le cap sur la nouvelle page, le chemin d'avenir et le chemin de pardon, et là que j'y aille. Ça se fait en coordination avec le Premier ministre et tous les membres du gouvernement. Et oui, comme ça a souvent été le cas dans notre République, les Outre-mer sont au ministère de l'Intérieur avec une ministre déléguée compétente. En fait, sur ce dernier point qu'évoque Emmanuel Macron, on a reproché au gouvernement le fait de traiter le dossier de la Nouvelle-Calédonie comme un sous-dossier depuis qu'il est tombé entre les mains du ministre des Outre-mer pour être ensuite transféré à l'Intérieur alors qu'il était historiquement géré par Matignon, donc par le Premier ministre. Le signal politique est envoyé, c'est un peu « Bon, votre petite île là, c'est bien, battez-vous entre vous et puis on gérera ça quand on aura le temps ». En tout cas, c'est ce que reproche l'opposition au gouvernement et au président de la République. Donc, le dossier est entre les mains du ministre de l'Intérieur. Il faut dire que la personnalité de Gérald Darmanin n'aide pas vraiment au dialogue et pour le coup, lui, il a un avis très tranché sur la question. Mesdames et messieurs les députés, si nous ne devions pas voter ce texte, si l'on devait continuer à appliquer le gel, nous aurions à la fin des élections sans électeurs. Il s'agit désormais de décorréler le dégel, qui est une nécessité impérieuse démocratique, de l'enjeu électoral, afin que l'on puisse négocier dans la sérénité cet accord attendu de tous. Donc, bon, pour beaucoup d'indépendantistes, le cadre de négociation de base, il est déjà biaisé. Et un autre truc qui personnellement m'a fait tiquer en lisant le projet de réforme constitutionnelle, c'est le ton employé, la méthode avec laquelle le gouvernement compte faire passer sa réforme.
Voici un passage du texte de réforme. L'article 1er Donc, celui qui impose le dégel du corps électoral. entre en vigueur le 1er juillet 2024. Donc, dans un peu plus d'1 mois. Toutefois, il n'entre pas en vigueur si un accord portant sur l'évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie en vue d'assurer à tous les citoyens de Nouvelle-Calédonie un destin commun a été conclu. En gros, le gouvernement dit aux indépendantistes et aux loyalistes, soit vous trouvez un accord, entre vous, vous vous démerdez, soit je fais passer ma réforme. Et cet ultimatum est au cœur de tout ce que reprochent les indépendantistes au gouvernement. Beaucoup estiment qu'il aurait fallu négocier, dialoguer. Là, c'est vraiment vécu comme un coup de pression, daté, une deadline intenable. Bref, tout ça pour dire que tous ces dérapages ont fait exploser la situation sur place en Nouvelle-Calédonie, si bien que le président de la République a annoncé se rendre sur place en urgence jeudi dernier pour tenter d'apaiser les choses. Et bon, il n'y avait plus de vol pour la Nouvelle-Calédonie, alors quand c'est comme ça, l'Élysée embarque des journalistes directement avec eux. Sur place, je m'attendais pas honnêtement à ce que la situation soit aussi tendue. La sécurité était à son max, à Nouméa, la capitale, des milices armées faisaient des rondes de quartier, certains habitants se sont même rassemblés sous le nom de voisins vigilants pour assurer leur propre sécurité. Pour info, j'ai trouvé cette stat délirante, il y a environ 100 000 armes en circulation en Nouvelle-Calédonie, 100 000. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les gens attendent une réponse du chef de l'État, et elle a intérêt à être claire. Ma volonté ici, avec les ministres, l'ensemble du gouvernement, d'être aux côtés de la population et pour que le plus vite possible, ce soit le retour à la paix, au calme, à la sécurité. C'est la priorité des priorités. Une fois sur place, Emmanuel Macron a rencontré des représentants indépendantistes et loyalistes. Il a notamment demandé une levée des barrages pour permettre un retour au calme et une levée de l'état d'urgence. Et il a finalement annoncé mettre en pause le dégel du corps électoral pour laisser du temps aux discussions. Moi, je m'engage à ne pas passer en force pour essayer pendant quelques semaines de redonner une chance à l'apaisement et au dialogue. Ces violences, ces tensions, elles sont aussi le reflet d'une jeunesse kanak désabusée, sous-diplômée par rapport aux autres concitoyens blancs, surreprésentés dans la population carcérale. Bref, une jeunesse kanak qui ne croit plus quelque part en la promesse républicaine. Très concrètement, qu'êtes-vous venu annoncer pour calmer ces tensions ? La clé, ce sur quoi les accords de Nouméa, de Matignon, tous les acteurs, l'État aussi, nous n'avons pas réussi à avoir un résultat. C'est la question des inégalités. Et donc, comment faire ? Et donc, la clé, elle est aussi dans cet accord global que j'appelle de mes vœux. C'est de bâtir une stratégie économique cohérente pour la Nouvelle-Calédonie. Ça peut pas être le tout nickel. C'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs des crises successives sur ce plan-là. Et donc, cette jeunesse, elle a du mal à voir son avenir parce que ses décideurs ne la voient pas son avenir non plus, ne la projettent plus. Mais en même temps, il faut le dire avec beaucoup d'humilité, pendant 30 ans, tout a été focalisé sur des accords et la mise en œuvre de ces référendums qui allaient arriver. Le calme était là parce qu'il y avait un chemin. On répartissait le foncier, on faisait le rééquilibrage, on payait le nickel, et puis il y allait avoir ces référendums. Mais c'était comme, si je puis dire, c'était un avenir, mais pas rêvé, mais on n'en voyait pas toutes les conséquences. On a fait ces référendums conformément aux accords. Ces référendums, ils ont accru la tension, en vrai. Parce qu'ils ont fait clan contre clan, c'est ça un référendum. C'était oui ou non. Et donc ils ont plutôt accru les divisions. Moi, je veux maintenant qu'on se repose les vraies questions fondamentales. Quel est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie dans l'Indo-Pacifique ? C'est-à-dire dans ce continent avec une puissance chinoise qui est de plus en plus prédatrice et avec beaucoup de risques et en même temps d'opportunités. Quel est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie face au réchauffement climatique, la montée des eaux, le risque climatique qui est clé en Océanie ? Quel est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie économiquement ? Quelle activité touristique, portuaire, énergétique, quelle diversification de son économie pour sortir du tout nickel. C'est ça les questions qu'on doit régler pour donner un avenir à cette jeunesse. Et il faut redoubler d'efforts sur la question scolaire, avec beaucoup d'ailleurs de compétences qui sont dans la main du gouvernement local et des provinces. Sur place. Mais ça veut dire aussi des investissements et une cohérence, ça veut dire que tous les acteurs acceptent de se mettre un peu en déséquilibre. Parce que les inégalités, elles naissent de quoi ? D'une répartition des rôles, si je puis dire. Des habitudes qui ont été prises. Or, moi je pense qu'on donnera une projection à cette jeunesse si sur le plan économique, culturel, éducatif, on lui montre qu'il y a un destin commun, qu'on le porte et qu'on lui donne les moyens de le développer. Vous définissez, je crois, volontiers comme un homme progressiste. Oui. L'indépendance progressive, voire totale, d'un territoire français, historiquement colonisé, ne va-t-elle pas, quelque part, dans le bon sens de l'histoire, dans un sens du progrès ? Ce qui va dans le sens du progrès, c'est que les gens choisissent. C'est l'autodétermination des peuples, notion que la France a contribué à inventer en 1848, qui a été ensuite inscrite dans le droit international. Et c'est exactement ce qu'on a fait en Nouvelle-Calédonie. Mais les 3 référendums ont été des échecs. Non, je dirais le contraire. Les 3 référendums, et d'ailleurs l'ONU l'a reconnu, c'est un processus inédit
où justement après 30 ans... L'ONU qui considère aussi la Nouvelle-Calédonie comme un territoire non autonome. Non d'indépendant, justement. Et donc, elle considère que c'est un territoire, comme d'autres, qui n'a pas son indépendance. Et elle a reconnu le processus qui a été justement conduit. Aujourd'hui, il y a une autonomie calédonienne dans la République. Et ce que je propose avec l'accord global, c'est qu'on aille même plus loin dans cette autonomie. Mais il faut regarder les choses en face. Les Néo-Calédoniens se sont exprimés à 3 reprises et ils ont décidé d'y rester. Et donc moi je pense que le progrès, c'est que les gens choisissent. Et j'ai toujours été sur ces 3 référendums impartial justement à ce titre. C'est que j'ai dit avant, quel que soit votre choix, il sera respecté. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec vous devront l'accepter et construire un destin commun. Que ce destin soit indépendant ou dans la République. Ça veut dire un nouveau référendum ? Non, ça veut dire qu'on est à la fin de ces 3 référendums et qu'aujourd'hui, conformément à nos accords, à ce qui avait été dit, on ouvre une phase, on ira vers un vote. Mais qui est un vote, c'est ce référendum de projet dont j'ai parlé. Et donc ce référendum de projet, c'est celui qui doit adouber, en quelque sorte, l'accord que les forces en présence sont en train de bâtir. Et c'est pour ça que je les pousse à tous à faire un accord global dont l'État est un peu le médiateur. Là. C'est cet accord-là dont je souhaite qu'il puisse rentrer dans notre Constitution. Et ensuite, qu'il puisse déployer une stratégie. Et à ce moment-là, peut-être que dans X années, le choix qui sera fait par d'autres générations, ce sera l'indépendance, ou ce sera de rester dans la République, ou ce sera autre chose. Une autonomie à renforcer. Merci Monsieur le Président d'avoir accepté cette entrevue exceptionnelle ici dans l'avion présidentiel à l'occasion de votre visite en Nouvelle-Calédonie. Merci à vous d'avoir été là sur le terrain avec moi à Nouméa pendant ce voyage. Et c'est un sujet important où il y a là à la fois notre histoire, vous l'avez très bien dit, de colonisation. Il y a en même temps un processus qui a été géré, qui est inédit. Et il y a eu des moments de tension, on vient d'en vivre un, on s'en souviendra, je pense, dans notre histoire. J'espère qu'on va le mettre derrière nous. Puis il y a un chemin politique qui est un chemin de reconnaissance, de respect, mais qui doit aussi être un chemin d'avenir. Et c'est pour ça que parler de la jeunesse de Nouvelle-Calédonie est important. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été réalisée en un temps record avec mon équipe. J'ai pris la décision de partir il y a 4 jours et je suis revenu à Paris depuis quelques heures à peine. J'espère qu'elle vous aura permis d'un peu mieux comprendre la situation, ce qui se joue actuellement en Nouvelle-Calédonie. C'est un sujet qui est complexe mais qui est hyper important et qui est en fait assez symptomatique de ce qui se joue actuellement sur ces territoires, ces départements issus de l'histoire coloniale française et qui aujourd'hui posent plein de questions et plein de débats. C'était Gaspard G. N'oubliez pas d'aller ma TVS, ma série d'interviews pour les européennes, et n'oubliez pas de vous abonner.